Mon cher Théo, je t'envoie un petit croquis pour te donner une idée de la tournure que prend le travail. Car aujourd'hui, je m'y suis remis. C'est cette fois ma chambre à coucher, tout simplement. Seulement, la couleur doit ici faire la chose, et en donnant par sa simplification un style plus grand aux choses, être suggestive du repos, ou du sommeil en général. Enfin, la vue du tableau doit reposer la tête, ou plutôt l'imagination. Les murs sont d'un violet pâle, le sol est à carreaux rouges, le bois du lit et les chaises sont jaune beurre frais, le drap et les oreillers citron vert très clair, la couverture rouge écarlate, la fenêtre verte, la table à toilette orangée, la cuvette bleue, les portes lilas. Et c'est tout. Rien dans cette chambre à volets clos. La carrure des meubles doit maintenant encore exprimer le repos inébranlable. Les portraits sur le mur, et un miroir, et un essuie-main, et quelques vêtements. Le cadre, comme il n'y a pas de blanc dans le tableau, sera blanc. J'y travaillerai encore toute la journée demain. Mais tu vois comme la conception est simple. Les ombres et ombres portées sont supprimées. C'est coloré à teinte plate et franche, comme les crépons. Je ne t'écris pas longtemps, car je vais commencer demain fort de bonne heure, avec la lumière fraîche du matin, pour finir ma toile. Je te serre bien la main. Tout à toi, Vincent. Vincent van Gogh s'est installé en Arles en février 1888. Au début, il vit à l'hôtel. Le 1er mai, il loue pour 15 francs par mois aux époux Ginoux une petite maison située 2 place Lamartine. Longtemps inhabitée, la maison est en mauvais état. La salle du rez-de-chaussée servira d'atelier. Vincent a acheté 2 chaises, une table et un service à café. Ce sera célébré par une nature morte à la cafetière. Mais Vincent travaille surtout en extérieur. Sur un canal près d'Arles, il peint plusieurs fois le pont de Langlois. Lorsque Vincent n'a plus de toile, il dessine à l'aide de roseaux taillés. Il écrit à son frère Théo, courtier en tableau à Paris, et qui l'aide financièrement. Il correspond aussi avec Paul Gauguin, alors à Pont-Aven. Gauguin est malade et couvert de dettes. Pour l'aider, Vincent lui propose de venir le rejoindre en Arles. Depuis longtemps, Vincent poursuit le projet d'une communauté d'artistes à la manière des Japonais ou des anciens ateliers hollandais. Il imagine que d'autres peintres feront partie de cet atelier du Sud dont Gauguin serait le chef. Début septembre, Théo envoie à Vincent 300 francs, part du petit héritage d'un oncle décédé fin juillet. Vincent achète 2 lits, 12 chaises, des tables et un miroir à l'aide duquel il peint son autoportrait. De Pont-Aven, Gauguin lui fait parvenir le sien intitulé « Les Misérables ». En échange, Vincent envoie son autoportrait avec une dédicace. Il continue à meubler la maison, qu'il a fait repeindre entièrement,
et où il dort pour la première fois le dimanche 16 septembre. De sa maison jaune, il fait un dessin, puis une petite aquarelle qu'il adresse à son frère, enfin une toile. Je veux réellement en faire une maison d'artiste, mais non pas précieuse, au contraire, rien de précieux, mais tout, depuis la chaise jusqu'au tableau, ayant du caractère. Pendant 1 an, la maison jaune sera son domicile et son atelier. La plupart de ses motifs seront choisis dans le voisinage immédiat. Vue du Rhône, le café de la place du Forum, l'escalier du pont de Trinquetail. Le pont du chemin de fer est celui qu'il montrait dans la maison jaune, mais vu selon l'axe inverse. Au fond, la place Lamartine et ses jardins qu'il montre à nouveau dans le jardin du poète. À la même époque, Vincent peint le café de la gare, un café tenu par les époux Ginoux, situé tout près de la maison jaune et ouvert toute la nuit. J'ai cherché à exprimer avec le rouge et le vert les terribles passions humaines. La salle est rouge sang et jaune sourd. Un billard vert au milieu. 4 lampes jaune citron à rayonnement orangé et vert. C'est partout un combat et une antithèse des verts et des rouges les plus différents. Dans les personnages de voyous dormeurs petits, dans la salle vide et triste, du violet et du bleu. À la mi-octobre, Vincent peint sa propre chambre. Il l'annonce à Théo avec un croquis. À Gauguin aussi, il envoie un dessin. Eh bien, cela m'a énormément amusé de faire cet intérieur sans rien, d'une simplicité à la Seurat. En passant du premier dessin envoyé à Théo au tableau, Vincent a apporté des modifications. Sur le mur de droite, 2 nouveaux cadres, sans doute des estampes japonaises. Au-dessus, les portraits de ses amis d'alors, Eugène Bosch et le zouave Millier. Vincent décore la chambre qu'il destine à son frère Théo ou à Gauguin. Il y aura pour loger quelqu'un la plus jolie pièce d'en haut, que je chercherai à rendre aussi bien que possible, comme un boudoir de femme réellement artistique. Le 23 octobre, Gauguin arrive enfin. Les 2 peintres cohabitent assez bien et travaillent ensemble. Gauguin complète l'aménagement de la maison jaune. Madame Ginoux pose pour Vincent et aussi pour Gauguin qui la montre dans son café, le café de nuit déjà peint par Van Gogh. Cette saison-là, Vincent peint aussi 2 pendants. Une chaise en bois et en paille toute jaune sur des carreaux rouges contre un mur, le jour. Ensuite, le fauteuil de Gauguin, rouge et vert, effet de nuit, mur et plancher rouge et vert aussi. Sur le siège de roman, une chandelle. Sur toi, la voile à pattes grasses. En décembre, Gauguin exécute un autoportrait et un portrait de Van Gogh en train de peindre des tournesols. La tension monte entre les 2 hommes. Gauguin et moi causons beaucoup de Delacroix, Rembrandt, etc. La discussion est d'une électricité excessive. Nous en sortons parfois la tête fatiguée, comme une batterie électrique après la décharge. Le soir du 23 décembre, Van Gogh et Gauguin ont une violente dispute. Cette nuit-là, dans une crise, Vincent se coupe au rasoir un morceau du lobe de l'oreille et va l'offrir à une prostituée. Puis il rentre chez lui et sombre dans l'inconscience. Le lendemain, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu d'Arles. Il quitte l'hôpital le 7 janvier, se remet à peindre, mais début février, en proie à une nouvelle crise, il est à nouveau hospitalisé. Pétition des voisins contre le peintre. La maison jaune est fermée par la police. Monsieur Ray dit qu'au lieu de manger assez et régulièrement, je me suis soutenu par le café et l'alcool. J'admets tout cela. Mais vrai restera-t-il que pour atteindre la haute note jaune que j'ai atteinte cet été, il m'a bien fallu monter le coup un peu.
Vers la mi-avril, Vincent revient et emballe toutes ses toiles pour les envoyer à son frère. Parmi elles, la chambre. C'est une des meilleures. Et je crois qu'en la regardant, tu verras plus clairement ce qu'aurait pu être mon atelier qui a sombré. Cette étude, ainsi que quelques autres, a été gâtée par l'humidité durant ma maladie. Le 8 mai, Vincent quitte Arles pour l'hospice Saint-Paul de Mausolles à Saint-Rémy-de-Provence. Il y restera 1 an, continuant à peindre. Vincent désirait retoucher la chambre. Il demande à son frère de lui renvoyer la toile. C'est la version présentée aujourd'hui à Amsterdam. Théo lui conseille d'en faire une copie plutôt que de tenter une restauration. En septembre 1889, Vincent recopie donc le tableau sur un format identique, environ 72 sur 90 cm. Les tableaux du mur de droite ne représentent plus Bosch et Millet. Le premier, qui semble un autoportrait, ne correspond à aucun tableau connu de Vincent. Le second est le portrait d'une femme blonde non identifiée. C'est la version exposée à Chicago. Satisfait de sa copie, il en exécute une pour sa mère et sa sœur, mais plus petite, 56 sur 74 cm. Cette fois, le portrait de droite montre une femme brune. Et à gauche, l'autoportrait correspond à un tableau peint en Arles à la fin de l'année précédente. Le paysage suspendu à la tête du lit est lui aussi différent. C'est la version de Paris. 3, 2, 1. 3 versions. Amsterdam, Chicago, Paris. 2 portes, 2 chaises, 2 tableaux, 2 gravures, 2 oreillers, une seule chambre, celle de Vincent en Arles. Dans le café de nuit, il a joué sur la stridence des complémentaires. Il fera de même dans l'autoportrait à l'oreille coupée. Dans la chambre, il utilise aussi des couples de teintes opposées, orange et bleu, violet jaune, vert rouge. Le peintre suggère dans une lettre à Théo que le tableau soit pourvu d'un cadre blanc. Selon la théorie, le blanc devait équilibrer les complémentaires et atténuer les effets violents de la couleur. Dans la seconde et la troisième version, Vincent introduit donc un supplément de blanc dans la surface du miroir. Par ces lettres, Vincent nous apprend qu'en fait, les murs de la chambre sont blanchis à la chaux et que le sol est dallé de tomate rouge. Plusieurs fois, il écrit qu'il exagère les couleurs ou les change arbitrairement. Il invente un nouveau chromatisme que les fauves, quelques années plus tard, développeront à l'extrême. Les ombres et ombres portées sont supprimées. C'est coloré à teintes plates et franches, comme les crépons. Les crépons, ce sont les estampes japonaises. Vincent les a collectionnées, exposées, copiées. Il en montre souvent dans ses tableaux. Il cherche lui-même à obtenir des effets de lumière ou de profondeur par la juxtaposition franche de plans de couleurs vives. Le peintre dessine son image comme Manet l'avait fait dans certains tableaux. Des traits noirs ou de couleurs sombres cernent les objets et délimitent les espaces qui semblent n'être qu'ensuite remplis de couleurs. Les chaises, la table, le lit sont bordés de traits qui renforcent la lourde matérialité du bois. Dans plusieurs de ses toiles d'Arles, Vincent a utilisé des systèmes de touches discontinues, peut-être inspirés par les petits